Il y en a une à l'attention de Pascal Monnier, qui demande effectivement comment pensez-vous sensibiliser vos interlocuteurs, en particulier les constructeurs de maisons individuelles, aux formes urbaines les plus propices au maintien ou à l'installation de la biodiversité. C'est un sujet intéressant. Je porte la délégation nature et biodiversité à l'agglomération. Je l'évoque avec eux à chacune de nos rencontres. J'avais, par exemple, pour vous donner des choses très concrètes que nous faisons, là, on a parlé des sociétés d'aménagement ou des SPL. Nous en avons deux sur l'agglomération, une SEM et une SPL. À capitaux publics ou privés selon la forme de la société. Ce sont les aménageurs au service des collectivités. Eh bien, j'avais une réunion avec les présidents et directeurs de ces sociétés, de ces deux sociétés d'aménagement, et avec un entomologiste qui a monté une société de conseil qui propose de mettre en amont des projets d'aménagement la question naturelle et de biodiversité, plutôt que d'avoir une surcouche à la fin naturelle qui est toujours un petit peu compliquée. Et donc, les sociétés d'aménagement vont intégrer en amont soit une AMO, soit un recrutement spécifique à ces deux structures, ça c'est tout récent, pour qu'on aille derrière vers une véritable renaturation, pensée en amont, et une prise en compte de la biodiversité pensée en amont. Il se trouve que, je le disais, on a une dynamique territoriale importante, et donc les prix du foncier augmentent sur Angoulême, et donc les constructeurs de maisons individuelles entendent le discours qui consiste à dire que dans les projets qui sont proposés, eh bien, on aille vers la prise en compte de ces questions naturelles et de biodiversité. Et puis, nous allons vers le PLUI à 38. J'ai évoqué un PLUI à 16, à 38. Et donc, je souhaite qu'il y ait une véritable expertise et ingénierie pour intégrer la question naturelle et biodiversité dans le PLUI. On sait qu'il y a des moyens pour faire cela. Et donc, là aussi, ça s'imposera aux opérateurs. Quand un territoire est en dynamique, on est parfaitement capable de supporter d'éventuels surcoûts par rapport à ces opérations. Voilà la vision que nous avons sur le territoire. Merci, M. Monique. Une autre question qui traite plus de la question de la trame verte dans la carto des friches, et c'est plutôt une question à Sylvina Gorski. Est-ce que comment c'est pris en compte? Et puis il y a finalement une question qui est double et qui est plus générale ensuite, qui traite de la protection des espaces qui sont des espaces verts à l'intérieur des espaces urbanisés dans la politique de sobriété foncière. Donc, il y a une double question, peut-être qui ne s'adresse pas à la même personne, mais peut-être, Sylvina, si vous voulez répondre à la première question sur la trame verte. Alors, pour la question des trames vertes et bleues, nous sommes en train d'identifier au sein des friches les continuités écologiques qui sont interrompues pour essayer de les reformer, justement. Et c'est un travail que nous effectuons à l'heure actuelle avec le SIG et le service en charge du développement durable. Après, il y a également un travail de parler… Pardon. Non, Sylvina, très bien. Simplement pour les outils réglementaires, vous avez compris qu'on a eu une démarche PLUI, on a eu une démarche friche, on reformate tout ça puisqu'on relance un SCOT et un PLUI à 38, et SCOT valant PCAET, on réintègre, on réactualise la trame verte, donc on va vers une deuxième étape des outils réglementaires qui vont réarticuler complètement la démarche, qui sont les deux démarches, qui sont la démarche PLUI, la démarche de la trame verte et bleue, et la question des friches. Donc la question des friches va être internalisée dans le PLUI, SCOT d'abord, mais enfin PLUI au niveau de Grand Angoulême. Je ne sais pas si je réponds, mais en tous les cas, on a un deuxième temps réglementaire qui arrive extrêmement fort, dans lequel on va consolider un petit peu tout ça. C'est l'outil complémentaire, évidemment, puisque lorsqu'on identifie des secteurs, ensuite, il faut donner les moyens réglementaires de pouvoir les maîtriser et leur donner une affectation particulière. Et on est directement dans la logique là du PLUI, bien entendu. Est-ce que quelqu'un peut répondre peut-être à la question plus générale qui touche la prise en compte des espaces verts dans les espaces déjà urbanisés et surtout dans la politique de sobriété foncière qui maintenant se met en place?
Je ne sais pas oui, si… du coup, Jean-Baptiste Butlen, je crois qu'il a été déconnecté, mais qui nous a rejoint, puisque ça fait partie des débats du projet de loi climat résilience et des outils réglementaires qui seront mis en place en application de la loi. Effectivement, j'ai répondu du coup dans le fil de discussion pour confirmer, mais Monsieur Bujalier, vous êtes bien au courant pour avoir participé au dossier, aux discussions initialement, que l'intention du législateur était bien de considérer comme non artificialisés les espaces de nature en ville, et en particulier les surfaces qui, selon les termes du droit commun, contribuent à la biodiversité en ville ainsi qu'en continuité écologique. Donc, je vous ai recopié dans le fil de discussion l'état de l'article 48 du projet de loi tel qu'il est issu de la commission du Sénat, sachant qu'évidemment, ce texte a déjà évolué par rapport à l'Assemblée et va encore évoluer bien sûr en séance publique, mais on voit bien que les sénateurs ont bien confirmé l'intention des députés pour promouvoir les espaces de nature en ville et de biodiversité en ville, et pour compter tous les espaces de nature à ville comme non artificialisés dans le bilan du ZAN. Donc, je pense que sur ce point-là, on est tous d'accord. Merci beaucoup pour cette précision, parce que je pense que c'était un sujet d'inquiétude et du coup qui va être levé avec le texte tel qu'il s'écrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? Moi, je veux bien juste rebondir, Hélène Teskin, sur ce qui vient d'être dit par Jean-Baptiste. On a aussi, dans cette démarche territoire pilote de sobriété foncière, mais en avant 4 leviers. Ça résonne un peu avec ce qu'a dit Madame Mesguer de l'agence d'urbanisme de Toulon, mais le principal levier pour nous de la sobriété foncière, c'est de passer par des projets et donc la faisabilité de projets de renouvellement de la ville sur elle-même. Ça paraît bête de dire ça, mais finalement, l'ambition de cette démarche, c'est vraiment de définir quels sont les modèles économiques et les formes urbaines, les formes architecturales qui sont acceptables et réalisables sur le terrain pour répondre à cet enjeu de sobriété foncière. Et donc, on a mis en avant 4 leviers qui donc ne sont pas que la densification, mais le premier d'entre eux, c'est la renaturation. Ça a été évoqué à l'instant par l'exemple d'Angoulême, et on a constaté dans d'autres villes, je pense à Niort en particulier, que la qualité de la végétation en ville, en plus dans des villes qui se réchauffent, et on peut en témoigner aujourd'hui, mais on va certainement le subir encore dans les années à venir, la qualité du confort de vie en cœur de ville et en ville dense, dans la densité urbaine, disons, même si elle est relative par rapport à la densité des villes très anciennes, elle vient aussi de la qualité de la nature en ville, au sens d'espaces végétaux, de terres non imperméabilisées, et puis de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc la capacité de ces sols à projeter de la fraîcheur, d'une certaine manière. Et donc, la renaturation fait partie pour nous de la capacité du territoire à redonner l'attractivité à ces espaces déjà bâtis, parfois en les dédensifiant d'ailleurs, et surtout en les requalifiant pour qu'ils retrouvent un niveau de valeur immobilière et d'attractivité nouveau. Et donc, pour revenir sur ces 4 leviers, renaturation, intensification, ça a été dit aussi. Des bâtiments existants peuvent recevoir d'autres programmes. Il faut aussi se poser la question sous cette forme-là. Transformation, évidemment, et densification. Mais c'est un point important, un peu de méthode. Alors là, on est un peu dans les slogans, mais c'est vrai qu'il faut éviter de tout de suite aller vers la dimension parfois un peu conflictuelle ou un peu dont les représentations ne sont pas évidentes, de la densification urbaine, détruire de lotissements pour construire des immeubles à la place, etc. On n'est pas forcément dans cette réponse-là très, très abrupte. Et donc, il faut mettre en avant aussi tous ces autres dispositifs. Et à la limite, la démarche, d'une certaine manière, ne cherchera pas à démontrer comment la loi doit s'appliquer. Elle va plutôt donner des exemples de réalisation qui répondent aux objectifs de la loi sans être strictement sur la mesure des espaces tels qu'ils peuvent, et pourront d'ailleurs, parce que ce n'est pas encore totalement stabilisé, ressortir des débats parlementaires. Donc, voilà, on est vraiment dans une démarche complémentaire par rapport à des questions plus réglementaires qui vont devoir s'appliquer évidemment dans les mois à venir. Donc, en réalité, aucune incompatibilité entre la renaturation et la sobriété foncière. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement sensible et comme ça a été évoqué tout à l'heure, je crois qu'il est bien que la législation le précise bien. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a plus de questions. On peut peut-être… Pierre, permettez-moi juste un petit mot pour vous dire que la démarche angoumoisine est peut-être, enfin, je ne sais pas si vous l'avez perçue, intéressante, mais disons aussi qu'elle est fragile, hein, parce qu'on a quand même, puisqu'on est là pour se dire les choses,
aussi simple que ça, hein, on veut que ça marche. Donc, on a été extrêmement proactif par un temps humain tout à fait considérable sur notre perspective friche, parce que vous voyez que recenser les friches, 1200, etc., cartographier, c'est quand même beaucoup de boulot. Et que derrière, il faut jouer la dynamique, l'actualisation, l'imprégnation, le fait, ces allers-retours incessants dans les communes. Et donc, je signale simplement qu'une politique comme ça, extrêmement ambitieuse, peut aussi être aidée. Alors, on n'est pas dans une logique de guichet, de demander des… C'est pas ça l'idée, mais enfin, mesurer quand même l'idée qu'une véritable politique de friche, au-delà de la requalification, qui demande des fonds spécifiques, et puis le plan de relance y a participé, le fonds friche, on connaît ça très bien, mais monter la méthode demande peut-être des dispositifs spécifiques, parce que c'est beaucoup de temps humain et derrière aussi beaucoup de moyens financiers. Je le mets sur la table de notre réflexion commune, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Monnier. En tout cas, avec l'exemple d'Angoulême, qui est vraiment très intéressant, on se rend compte, on voit bien l'intérêt du cercle à 25, parce que finalement, on peut nourrir les uns et les autres des territoires pionniers comme des territoires pilotes, des expériences extrêmement intéressantes. Et Angoulême, qui n'était pas retenu au départ, voilà, avec l'expérience de cet inventaire des friches, est vraiment tout à fait intéressant. Peut-être juste 2-3 mots avant de passer la parole à Aline Hanouz, qui est un des partenaires, les architectes conseils de la démarche. Juste un tout petit mot pour dire finalement qu'au travers de ce qui a été dit, on voit bien que l'organisation de la gouvernance partenariale avec l'appui notamment des EPF, des agences d'urbanisme, est absolument déterminant pour la réussite de la démarche, que l'intérêt évidemment du lien entre la gouvernance et la population est absolument majeur, parce que je pense que vous l'avez tous dit, la question de l'appropriation, elle est majeure. La volonté des élus, contrairement peut-être à ce qu'on a pu penser, eh bien, elle existe, elle est sur le terrain, on le voit bien d'ailleurs, mais par contre, la question de l'appropriation pour la population, il y a du travail et ça nécessite aussi des moyens. La question aussi de l'utilité du lien entre les communes et l'interco, avec l'exemple de Draguignan, on le voit bien. Je pense que c'est vraiment une très, très belle idée que de vouloir faire un cercle local des communes pour embarquer finalement toutes les communes dans la démarche de sobriété foncière autour d'une démarche plus globale. Et puis, je voudrais aussi peut-être rappeler que dans la démarche initiale, la connaissance du foncier, on vient d'avoir un très très bel exemple, c'est le démarrage, mais surtout la connaissance du foncier avec la mise en relation entre l'offre qu'on peut déterminer et puis la demande future qui existera. Ça a été dit tout à l'heure, c'est vraiment un sujet qui est majeur et qui nécessite d'être travaillé. Un troisième point qui a été évoqué, moi, qui me semble très important, c'est celui du besoin d'ingénierie. Le besoin d'ingénierie, tous les territoires l'ont dit, on en a besoin à double niveau. On en a besoin parce que, évidemment, pour avancer dans la démarche, il faut des moyens, et des moyens qui sont souvent difficilement mobilisables sur les territoires, mais aussi, et ça, on revient à l'appropriation, il faut des moyens pour convaincre. Il faut des moyens pour convaincre, parce que même si la volonté des élus, elle est intacte, elle est forte, il faut partager cette volonté avec la population, et l'exemple avec Poitiers est vraiment un superbe exemple. Et puis, il y a un autre aspect que moi, je voudrais souligner, qui a été bien présenté par M. Monnier à l'instant, c'est le fait que la stratégie foncière, la stratégie de sobriété foncière, elle va trouver son déploiement dans la partie réglementaire à la main des collectivités, c'est-à-dire dans les documents d'urbanisme, c'est-à-dire dans une démarche de PLUI. Et c'est extrêmement important parce que c'est en ayant une approche globale de l'urbanisme sur le plan du territoire, au-delà même de la ville, que l'on peut d'abord créer des liens, créer des complémentarités, mieux se comprendre sur les enjeux de chacun des territoires et trouver des solutions. Et bien entendu, que ce soit au niveau des friches, ou que ce soit au niveau évidemment de la sobriété foncière et de tous les projets de territoire qui se mettent en place, si on intègre la sobriété foncière dans la partie réglementaire, on a quand même beaucoup plus de chances ensuite d'aller vite dans le déploiement. Et puis, j'en termine par là, on voit bien que, et c'est tout l'intérêt, je crois, de la démarche du cercle, c'est que toutes ces expériences, ce sont des expériences qui ont valeur d'exemple. Tout ça, c'est tout à fait démonstrateur. Et moi, je reste convaincu qu'en continuant à travailler
au sein du cercle, maintenant peut-être sur d'autres thématiques, avec des rencontres nationales, mais aussi des rencontres sur le terrain. On verra qu'on pourra travailler ensemble sur des sujets plus particuliers qui touchent la revitalisation, qui touchent les friches, qui touchent peut-être la réutilisation des bâtiments existants, la densification en secteur patrimonial, et puis d'autres sujets qui touchent aussi, par exemple, évidemment, l'économie du projet, avec le problème de l'équilibre financier des opérations qui sont forcément plus délicates à équilibrer, par exemple, ou les programmations. On a du pain sur la planche pour pouvoir travailler ensemble et essaimer cette belle démarche de la sobriété foncière.